J'assume que ça roule, les gars. Ouais. On est rendu à 9? Oui. Saison 1, épisode 9. Mon beau petit Simon. En Bourgogne. Oui. Les Couleur sobre aujourd'hui. Oakland, les Barons de De Cleveland. Cleveland. Excuse-moi. Ah, ils étaient rouges et noirs. Écoute, là, on vient de perdre 80% de notre auditoire qui n'était pas né quand les Barons de Cleveland jouaient. Tu n'étais pas né, toi, mon beau petit pack d'amour. Hein? Tu sais qu'il y a un livre qui a été écrit sur eux autres, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Je vais en parler à un moment donné quand je fais des suggestions OK. de livres, là. Je vais en parler. Free Pag, comment ça va? Ça va super bien, vous Dont autres? l'armée grossit, tel un jeu de risque. L'armée grandit de semaine en semaine. Mais là, c'est dans plusieurs balados. Là, entre la poire et le fromage, j'ai quelques partisans qui se sont manifestés. Dans votre balado ensemble, à vous deux, dans Mathias Brunet Rencontre. Puis évidemment ici, donc, merci pour votre support, tout le monde, j'apprécie. Il va y avoir un référendum bientôt. Est-ce qu'on garde Mathias et le serpent ou bien on fait Pag et les deux autres? Ça va être, ça risque d'être très âprement disputé. J'aimerais vous dire que Mathias et le serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Aussi vous dire qu'il y a un concours exclusif aux abonnés de Chaos Sport dont le tirage sera le 12 novembre. À gagner sur le site, une carte cadeau de 250 $ chez Sport Rousseau, une paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal, une paire de billets pour le spectacle Sous pression de Louis Morissette et un hoodie plus une casquette de Chaos Sport. Donc, simplement être un membre du site chaosport.tv. Tu sais que c'est lui qui contrôle l'entrée, là. Fait que lui, il pourrait très bien dire Pag et les deux autres, vous est présenté par l'Auto-Québec. Et là, on n'aurait rien à dire. Écoute, on a un premier sujet super intéressant que tu avais amené. Avant ça, me permets-tu de lancer une bouteille à la mer? Ben oui. J'étais en fin de semaine en train de signer des livres à Belleuil. Et il y a un monsieur qui est venu me voir avec son enfant qui s'appelle Sébastien. Son fils s'appelle Zachary. Il avait 2 livres, je les ai signés. Une semaine avant, j'étais à Joliette. Et j'ai signé dans son livre « Cher Sébastien, très heureux de t'avoir croisé à Joliette. » Puis moi, là, les chanteurs qui disent « Hello Houston », qui sont au Minnesota, là, Oui, je trouve ça pas arrive. ça fort. Je suis tellement mal. Si Sébastien nous écoute, puis je pense qu'il nous écoute, se reconnaît, peut-être écrire dans les commentaires YouTube, puis je vais remplacer le livre. Écoute, je suis vraiment mal à l'aise. C'était juste mon petit message. Si quelqu'un reconnaît Sébastien qui a un fils Zachary, ça me fait plaisir. Garde, je retourne à Belleuil, je vais aller porter un autre livre. D'ailleurs, tu fais-tu encore des dédicaces sur le site histoire de repêchage.ca? Oui, histoire avec un S de repêchage.ca. Le livre va être rentré d'ici une semaine. Là. Il est signé. Il est signé à mon nom. Simon, pour une rare fois, je te laisse faire l'amorce de notre premier sujet parce que c'est ton idée à la suite d'un commentaire d'un auditeur. Oui, c'est plutôt un auditeur qui nous a fait, qui nous a concocté, qui nous a inspiré cette idée-là. Bien, nous autres, ce qu'on va faire aujourd'hui dans le premier segment, on va regarder la formation actuelle du Canadien, puis on va essayer d'imaginer la formation de 2028-2029. Là, on voit que le noyau du Canadien commence à être Cadenassé. vraiment cadenassé avec les contrats qui ont été offerts. On sait qu'il y a du roulement de personnel. Les 23 joueurs que le Canadien actuellement ne seront pas les mêmes dans 3 ans, mais il y en a quand même beaucoup qui vont être là et des joueurs clés vont être là. Alors nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que les joueurs actuellement sont dans la bonne chaise pour éventuellement gagner la Coupe en 2028-2029? Et est-ce que, sinon, comment on les déplace dans l'organigramme? Et s'il y a des trous, parce que des trous, il va y en avoir, comment les comble-t-on de façon réaliste? Et qu'est-ce que je t'ai répondu quand tu m'as proposé ça? Je m'en souviens pas parce que tu me dis tellement de choses que... Des belles choses. Oui. Je t'ai dit, imagine si on nous avait demandé de faire ça 3 ans plus tôt, Oui. en 2022. Quelle aurait été notre réponse? Surtout Puis à la défense, hein? J'ai pris des petites notes. 2022. Disons qu'on est en novembre 2022, puis qu'on doit imaginer la formation du Canadien en 2025. C'est intéressant. Mais là, Slav a été repêché, fait que tu te dis probablement que Suzuki, Caulfield, Slav, ça fait un trio. Oui. On a acquis Kirby Dach. On se dit c'est le centre d'avenir. Mais après ça,
Ça commence à se compliquer, là. Oui. Parce qu'on pense peut-être qu'Anderson et Gallagher sont échangés ou sont fait racheter. Tu as Raphaël Harvey-Pinard qui a connu une grosse fin de saison, qui a fini sur le premier trio. Ouais. Et tu te dis, il va sûrement être dans un top 9. Ouais. Alex Newhook, lui, il avait été acquis. Il n'était pas là encore en Il était pas là 2023. encore. Ah, Il c'est n'existe vrai. pas, lui. 2023, oui. Tu as Jonathan Drouin qui est encore là. Oui. À moins qu'il soit parti en 2022. Mais là, dans ceux qui viennent d'être repêchés, tu as Sean Farrell, qui a joué 6 matchs. Tu dis, il est sûrement dans les plans d'avenir à l'attaque. Philippe Méchard. Méchard vient d'être repêché. Yonen va peut-être nous faire un bon joueur de 3e trio. Il y a Heinemann en 2022. Pardon? Heinemann est encore là. Heinemann est encore là, mais là, il est embryonnaire encore. Ouais. Mais on se dit... Fait que là, on est là. Tu regardes déjà 2025, là, tu en as un paquet qui sont plus là. En défense, c'est pire. Là, tu te dis, tu as Goulet. Oui. À gauche. Tu as probablement Harris, qu'on voit dans un top 4. Mm-hmm. Et tu as Struble et Jacky. À droite, tu as Barron. Tu te dis, Barron est dans le top 4. Il y en a qui voient Logan Mayou. Il y en a qui voient Norlinder. Il y en a qui voient Norlinder. Ouais. On se dit, Madison va probablement avoir été échangé. Oui. Non? Est-ce qu'il était là en 2022, T'es Madison? là, Madison, en 2022. Oui, OK. Ouais. Fait qu'on se dit, vas-tu toffer la run? Oui. Et là, tu regardes aujourd'hui, ben c'est complètement différent. Puis dans 3 ans, c'est intéressant. Je vais te laisser commencer, moi, avec la formation dans 3 ans. Oui. Bien, regarde, je pense qu'il y en a sur lesquels on peut passer assez rapidement. On sait que les changements, les trios peuvent être modifiés, mais on va prendre pour acquis que Caulfield, Suzuki, Slavkovski restent ensemble. C'est réglé, il n'y a pas de débat. Je suis Ben, d'accord. à un moment donné, il pourrait y avoir des permutations dépendant lorsque Hage et Jarowski vont arriver. Mais pour le moment, on va laisser ça comme ça. Je devine que Pag est d'accord aussi. On va faire un autre trio avec Demidov. Maintenant, la question est de savoir qui peut jouer avec Demidov. Dans les joueurs qui actuellement sont dans l'organisation, moi, je verrais potentiellement Michael Hage et Alex Zarowski. Non, ça ne fera pas un long show. Ben, Notre top 6 est établi. oui, mais encore là, une acquisition peut faire en sorte qu'un de ces gars-là, Hage ou Zarowski, peut se retrouver sur un 3e trio. Qui va jouer au centre? Est-ce que ça va être Hage ou ça va être Zarowski? Hage, il joue à l'aile en ce moment à Michigan. Zarowski a commencé à jouer au centre. Oui, c'est Fait que intéressant. ça, c'est difficile en ce moment de prédire, là, dans 3 ans, si ces deux-là vont être ensemble, avec un qui est au centre, un qui est à l'aile, ou qu'il y en a un qui... Les deux sont au centre et il y en a un qui est sur le 3e trio. Parce que je te confirme qu'en date d'aujourd'hui, puis ça, c'est de l'information récente, le Canadien voit encore Hage au centre. Voilà. Fait que c'est drôle quand même qu'il le fasse jouer à l'aile, à Michigan. Ah, ben ça, je pense qu'ils veulent qu'il s'implique plus. Je pense que c'est ça que le coach a dit, il veut qu'il s'implique plus. Puis le coach là-bas, tu sais, les Canadiens n'ont pas de contrôle sur ce que le coach de Michigan a fait. Et c'est ça, c'est pas comme si Michael Hage était à Laval. Par contre, le Canadien veut que Hage améliore des choses. Oui. Ils veulent qu'il soit plus en mouvement, Oui. plus impliqué. Je pense que ça va venir parce que c'est un bon garçon qui écoute, là. J'espère. Dans 2 semaines et demie, je vais d'ailleurs voir Hage en personne, 2 matchs, OK. à l'Université Harvard. Ça va donner... Belle place, en personne, là... Oui, en personne, c'est que tu peux juste focusser sur un joueur, puis analyser tous les petits détails et le langage corporel, puis ces choses-là. Il y a également d'autres joueurs à aller voir pour Michigan, mais c'est surtout Hage Je te dis là, pas qui est le non. focus. Je te dis pas non. OK. Oui. Fin de semaine de la Thanksgiving aux États-Unis. Parfait. J'assume que vous allez en parler plus tard, mais est-ce qu'il n'y aurait pas débat pour amener Bolduc sur la 2e ligne à ce moment-là? Parce qu'il y a un peu une redite entre Zarowski et Demidov, non? Une redite? Oui. Ouais, Garde, je pense que l'idée, c'est qu'on va faire, pour faciliter la discussion, Pag, vu qu'on est 3 ans en avance, on va y aller avec ce qu'on appelle un middle six. Là, tu sais, les 2e, 3e trio. Fait qu'on peut inclure Hage, Zarowski, Bolduc, Demidov. Là, on en a 4. Qui peut compléter le middle six? Là, t'en as 5, là. J'en ai 4. Cole, Suzuki. Ah, OK, Oui. deuxième, OK. Bon, là, parmi les joueurs actuels, Alex Newhook, à ce moment-là, va devenir joueur autonome à l'été 2028, sans restriction. Est-ce que, d'après toi, le Canadien le garde ou non? Et ou toi, est-ce que tu le garderais ou non? Comme joueur de middle six. Ben là, il est 3e bien trio. parti, oui. Oui, OK. Alors, on a un autre. Puis c'est pas le seul. On a un autre. Ouais. Ça dépend du prix, évidemment, Ouais. mais on a un autre. Kirby Dach, agent libre sans restriction en 2027. Son contrat se termine cette année. Il va être agent libre avec restriction Ouais. pour 1 an.
D'après toi, est-ce que Doc est dans le portrait en 2028-2029 ou c'est un gros point d'interrogation? Pour moi, c'est un bon centre de milieu de formation. Ouais. Et je me permets de te demander si tu as pensé à évoluer un peu sur Doc, parce que tu avais... Écoute, je ne veux pas te coincer. J'aime pas les serpents coincés. Mais tu avais un peu abandonné. Ben moi, j'avais abandonné pour Doc étant un joueur d'impact de top 6. OK. J'ai également des doutes sur sa fragilité. Oui. Mais j'ai longtemps dit que Doc, sur un troisième trio, en santé, ça peut faire l'affaire. Donc, si on lui propose un contrat raisonnable Oui. de 2-3 ans Oui. à 3,54, Oui. Mais, est-ce que c'est que... mais tu vois, ça nous mène à quoi, 2028-2029, 2 ans? Ben, Tu sais, moi, je te dirais que c'est le point d'interrogation, peut-être, dans tous ceux qu'on a nommés. On en a nommé 9, parce que finalement, on l'a fait. Là. On a Dak, Newhook, Bolduc, Demidov, Hage, Jarowski et les 3 autres, le premier trio actuel. Donc là, on a cadenassé ça un peu. Ça m'étonnerait que ça soit comme ça. Kent Hughes, à un moment donné, va faire une acquisition. Il y a des joueurs qui vont partir pour X, Y, Z raison. Donc, moi, je pense que peut-être le plus vulnérable là-dedans pour partir, c'est Doc, suivi de Newhook, pour la bonne et simple raison qu'il est agent libre. Et je ne pense pas que le Canadien va surpayer pour un joueur qui, à l'époque, pourra peut-être être remplacé par un joueur qui va être repêché cette année. Oui, s'il garde le choix de premier tour. C'est ça. Mais ce que je remarque jusqu'à maintenant à l'attaque, puis c'est normal, parce que 2022, la reconstruction commençait, c'est qu'on est pas mal plus sûr maintenant qu'on l'était en 2022, là, parce que 2022, là, après Caulfield, Suzuki, Slavkovski et Dak, là, c'était des gros points d'interrogation. Là, le top 9 est quand même plus clair. Est-ce que tu verrais, par exemple, dans les joueurs actuels, parce qu'on va rester dans le réaliste, là, les joueurs actuels, on ne fera pas d'échange PlayStation, est-ce que tu verrais Kapanen dans un top 9 dans 3 ans? Moi, c'est un point d'interrogation. Toi, c'est un point d'interrogation. Il me surprend. Je vais te le dire, il me surprend. Dans son style, je sais qu'il joue avec Demidov, qu'il l'a plus facile, mais il fait un job. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas un job. Parce que l'affaire, Mathias, c'est que quand tu regardes un joueur, puis ça vaut pour tous les joueurs de la Ligue nationale, est-ce qu'un joueur sur un certain trio s'avère la solution optimale? Dans le sens, et je m'explique. Mettons, tu prends un paquet de joueurs dans la LNH, puis tu les mets en ce moment avec Demidov. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent jouer mieux que Kapanen? Oui. Est-ce que, alors, c'est ça la question. Parce que, tu sais, on peut dire, oui, Kapanen, il a 6 buts, 4 passes, il y a 10 points. Mais est-ce que d'autres joueurs auraient peut-être 13, 14 ou 15 points? Mais là, je viens de te donner mon top 9. Oui. Est-ce que Kapanen y est? Il n'est pas là. Alors, c'est correct. Je ne fais pas un débat. Je vais juste essayer de répondre à la situation. Mais jusqu'à maintenant... Et pour ceux qui parlent des buts de Kapanen, il faut quand même être réaliste. Il y a 6 buts en 20 lancés. C'est un taux de réussite de 30 Écoute, même Beckett Seneca, une autre recrue qui performe bien, a 24 Ce sont des taux de réussite qui ne sont pas soutenables, durables. Mais par souci d'honnêteté envers le gars, il me surprend quand même. Je ne pensais même pas qu'il était de calibre. Puis là, il est là. C'est pas optimal, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas pire. L'année passée, là, on se disait ça va peut-être être Beck qui a plus un style de jeu pour la Ligue nationale. Puis là, Beck est d'année 1000, puis Kapanen, il est là. C'est pas comme si... Beck a stagné, mais il est plus jeune que Kapanen. Il y a quand même 1 an de différence. Mais à cet âge-là, oui. À cet âge-là, 1 an quand même. C'est comme si le Canadien avançait avec le pied sur le break dans le cas de Kapanen. Son temps de jeu, il est tellement protégé sur la route, là. Je regarde ses temps de jeu des derniers matchs. À Seattle, il a joué 10 minutes 20. Puis au New Jersey, il a joué 12 minutes. C'est comme vraiment peu, là. Avec un joueur élite comme Demidov sur son aile. C'est du temps de jeu quasiment de 4e trio, ça, 10 minutes. C'est ça. Quasiment. Puis là, pour en revenir à Kirby Dach, est-ce que tu peux nous éclairer si un des gars qui se voit au centre entre Jarowski et Hage, y en a-tu un des deux qui est gaucher? Parce que ça peut être la seule pierre d'assise pour Kirby Dach, parce qu'à date, Martin Saint-Louis, il fait partir les gauchers à gauche pour la mise au jeu. Jarowski est gaucher, là, je pense que... Parce que sinon, tout le reste des centres sont droitiers à Montréal. Montréal. peut aussi s'améliore sur les mises au jeu. À part Veleno. Ben Veleno, regarde, il ne sera pas là. C'est ça. Puis là, c'est ça que Simon, tu sais, parce que le temps est précieux, puis
en tout respect, là, on a des défenseurs à faire aussi. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Puis c'est parce qu'un quatrième trio, c'est tellement volatile. Là, on a-tu besoin de s'attarder? Ben, regarde, juste pour dire que Jake Evans est encore sous contrat en 2028-2029. Okay. Après ça, là, est-ce que ça va être des Florian Jacquet? Est-ce que ça va être des joueurs autonomes, des échanges? Comme tu dis, Mathias, là, on est rendu vraiment dans les menus détails. Mais ceux qui voyaient Florian là, sur un troisième trio au centre ou Beck, il faut faire attention. Il faut faire attention, oui. Il joue sur un quatrième trio à Laval. Là. Oui. Bon. Défense. Moi, c'est le portrait a changé depuis l'an dernier avec Madison, mais je te laisse aller. Bien là, il y a 3 gars qui vont être sous contrat à ce moment-là. Dobson, Goulet, Hudson. S'il n'est pas blessé, Goulet, ou s'il n'est pas tout le temps blessé, on parle de 3 gars qui devraient être là. Maintenant, Mike Madison, je présume qu'on va le re-signer. Si on le re-signe, ça va être au moins 4 ans. Ça va être au moins 4 ans. Donc, on parle de 2028-2029, il va être là. Donc, on a 4 gars. Comment on comble le reste? C'est un bon top 4, si on passe. Oui. C'est un bon top 4. Oui. Alexandre Carrier, agent libre après 2027. Oui. Il va quand même avoir seulement, 31 ans ou 32 à ce moment-là. Est-ce que tu penses que c'est un gars qui pourrait être signé pour un 2-3 ans? Moi, je pense que Ryan Backer, malgré mes craintes, oui. À la limite, il va au moins pouvoir jouer sur une troisième paire. Ah oui. Mais là, on est rendu à 1, 2, 3, 4. On est rendu à 5 défenseurs, ça t'en prend un autre. Oui. Alors, est-ce que c'est Carrier? Est-ce que c'est Strobel? Est-ce que c'est Jacquet? Est-ce que, le 6e, je le laisse... Okay. C'est ouvert. C'est ouvert. Puis Carrier, je l'adore. Puis peut-être que, ça, c'est le genre de gars, là, qui sont increvables. Ouais. Tu te dis tout le temps, comme Madison. Ouais. J'aurais pas dit ça l'an dernier. Ouais. Il est encore là, il est utile. Mais, tu vois, écoute, si tu mets Hudson à gauche... je l'ai, la solution. Oui. Goulet, Madison, Hudson. Oui. Puis, tu partages le temps d'utilisation. Dobson, Reinbacker, Carrier. Carrier veut rester à Montréal. C'est un bon guerrier. S'il n'est pas trop blessé, je pense que tu peux le signer une entente raisonnable. Mais, écoute... Considérant que les prédictions sur les alignements sont tellement difficiles à faire parce qu'on voit toute la rotation de personnel qu'il y a dans la Ligue nationale, si tu avais à prendre à deviner, d'après toi, parmi les défenseurs actuels qui sont là, les 7 qu'on a nommés, plus Randbacker, donc on en a 8. D'après toi, en 2028-2029, combien il en reste encore à Montréal? Écoute. Puis c'est ça qu'il faut que vous sachiez, que là, on fait l'exercice pour se divertir, mais on le sait que ça ne sera pas ça. Non. Right? D'après toi, combien? 4, 5? Sur les 8, là. Strobel, Jacquet, Hudson, Carrier, Madison, Goulet, Dobson, Reinbacker. Écoute, puisque la formation est quand même établie, je te dirais peut-être 5. OK. Ouais. Moi, je dis 4 ou 5. Tu sais, si... Ouais. On n'a pas parlé d'Adam Ekstrom. Adam Ekstrom, je crois qu'éventuellement pourrait être échangé. Tu sais, quand tu es obligé d'échanger un espoir B avec un choix. Exact. Tu sais, comme on a fait avec Heinemann. Mais tu sais, 3 ans, c'est loin, là. Tu peux repêcher un gars cette année, là, puis... Puis dans 2 ans, il devient... Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Puis Romanov, on pensait qu'il était là à long terme, il est parti. Ah, c'en est un autre, ça. Ouais. Mais il n'était pas là en 2022. Il n'était pas là en 2022, là. Goulet, j'ai hâte de voir, moi. Je pense pas qu'on va oser le... Puis tu sais, Zarovski, il promet. Oui. Mais tu sais jamais, là. Moi, je suis pas sûr comme j'étais sûr avec Demidov. Mais regarde, on est dans le réaliste. On n'est pas dans... Austin Matthews est agent libre en 2027. Non. Puis le père du beau-frère, du plombier de son oncle, a dit qu'il aimait beaucoup le Canadien quand il était petit en Arizona. On n'est pas là-dedans. Non. Moi, là, s'il faut que j'en prenne à l'attaque, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sûrs. Mes 6 plus sûrs, c'est Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Edge, Demidov, Bolduc. Puis je sais que tu ne seras pas d'accord parce que tu adores Zarovski. Non, mais je comprends. Puis là-dedans, n'oublie pas, il y en a un qui peut être échangé à un moment donné, tu ne sais pas. Oui. Pour aller boucher un trou ailleurs. Mais on a quand même... ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de l'édition actuelle qui vont être encore là. Garde sûr. Mettons qu'on en fait 20. Là. On n'ira pas sur 23, mais on en fait 20. 20 réguliers. Est-ce que tu penses qu'il y a au moins la moitié du club en ce moment qui va être là dans 3 ans? 10 sur 20 à peu près. Écoute, si je reviens à ce qu'on aurait fait comme prédiction il y a 3 ans en début de reconstruction, 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Combien? Une dizaine à peu près? La moitié? Douzaine. Douzaine. OK, donc 12 sur 23, mettons. Parce que là, on commence à l'avoir plus, mais puis en même temps, il aurait fallu, puis là, je ne l'ai pas, mais tu sais, une équipe, disons, comme New Jersey, qui montait, qui a fini deuxième, là. Ouais. Il y a quelques années, là. Ouais. Qu'est-ce qui reste de cette équipe-là? Ça se ressemble. Sais-tu quoi? La semaine prochaine, je vais faire la recherche, je vais faire l'exercice. On l'inclura juste pour le fun. Je sais que je l'ai fait pour Colorado, leur année de coupe 2022. Ouais. Et là, tu vois que c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale jusqu'à présent, après un mois. Timo Meier est arrivé, je pense que c'est l'année où ils ont fini deuxième. Oui. Et je crois que Colorado, je pense qu'il en reste 9 en ce moment seulement, qui a gagné la coupe. OK, mais là, je te parle d'une équipe en ascension. Oui, une équipe comme en les ascension, Devils. mais une équipe qui a gagné puis qui est encore jeune comme Colorado, il en reste quand même juste à peu près 9. Ils sont victimes du plafond aussi. Là, bien, victimes de toutes sortes d'affaires. Ouais. Puis les Devils avaient repêché Luke Hughes en défense. Nemetz venait d'être repêché, mais peut-être... Ah oui, Nemetz avait été repêché. Dougie Hamilton était là. Écoute, ça se ressemble encore pas mal. On regardera l'équipe parce qu'après ça, il y a eu un relâchement là, au New Jersey. Et là, cette année, ils sont revenus. Mais avant de passer aux gardiens, Mathias, il y a une affaire qui me passe par la tête. Oui. Les gardiens. T'as rendu compte que... Non, avant les gardiens. Les gardiens. Ouais. Ça ne sera pas très long, les gardiens. Au grand désarroi de Pâques. T'as rendu compte qu'à ce temps-ci, l'année passée, au mois de novembre, le Canadien, il y a eu une journée, je crois, au mois de novembre, où ils étaient en 32e position. Et là, on avait commencé à parler de Matthew Schaefer à Montréal. Il y a un an seulement. 32e. Écoute. Ça m'amène à vous parler, les gars, d'un pari fait sur mesure pour notre gang. Imaginez ça, essayez de parier pour savoir qui va terminer à la dernière position en saison régulière. On n'a jamais vu ça ailleurs dans les autres sites de paris. Là. Ils ont vraiment fait ça pour nous et notre gang. Les tankeux. Ceux qui tankent, voilà. Alors, Mise au jeu plus nous propose qui terminera en dernière position en saison régulière. Il y a 18 équipes disponibles dans le pari. Et pour faire le top 5 des équipes qui pourraient repêcher au premier rang, donc terminer dernier, on retrouve les Flames, Nashville, San Jose, Saint-Louis et Chicago. Et où se retrouve le Canadien dans les équipes disponibles? Eh bien, pas là. Au dernier rang. Pas là. Voilà. Exact. Ben non. Moi, c'est facile pour moi, là, mais vas-y donc. Qui va aller mettre une scène là-dessus? Regarde, après ma barre, les 5 que tu as nommés, Chicago, je ne crois pas terminer au 32e rang parce que Bédard a quand même une grosse saison, puis les jeunes défenseurs commencent à mieux performer, et Spencer Knight dans les buts. Ça va te faire plaisir. Oui. Alors, je ne vois pas Chicago. Nashville, c'est vraiment pas fort. Les Blues de Saint-Louis, je pense que ça va remonter un petit peu. OK, ça ne remontera probablement pas comme en 2019 qui ont gagné la Coupe, là, mais je pense que ça va remonter un petit peu. Il reste les Sharks, il reste... les Flammes. Les Flames. Mais pas loin de ça, on retrouve aussi Buffalo, Columbus. Ah, Buffalo? Oui, Buffalo, Columbus, je pense pas qu'ils vont finir dernier. Moi, je pense que ça va se faire entre Calgary et Nashville. Je vois pas les Sharks derniers, malheureusement. Moi non plus. On va oublier Keaton Verhoff, là, puis qu'est-ce que tu veux. Bon. La reconstruction, semble-t-il, est finie. Bon, je pense toujours... Regarde, les Sharks sont sur une belle lancée. Là, Macklin, Celebrini, Will Smith sont en feu, mais je pense pas que ça dure nécessairement. Sauf que là, tu vois que peut-être que les Sharks ont franchi une étape dans leur reconstruction. Tu veux pas que ça dure, c'est ça? Non, je veux pas que ça dure. Ils sont pas rendus au niveau d'Anaheim. Les Sharks ne sont pas rendus au niveau d'Anaheim, mais ils ont quand même 5 victoires de suite. Alors là, ils s'éloignent tranquillement pas vite de la 32e position. À moins d'un effondrement total, ça m'étonnerait. D'après moi, ça se fait entre Calgary et Nashville. Nashville qui n'arrête pas de nous décevoir. Décevoir. Non, mais je veux dire, décevoir les fans qui s'attendaient l'année passée avec les signatures qu'ils ont fait à avoir une équipe prétendante à la Coupe. Écoute, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces contrats-là? Je ne sais pas. Barry Trotz, on ne peut pas dire que, autant comme ça a été un coach impressionnant, faut sortir on ne peut pas dire que c'est un directeur gérant qui a été impressionnant. Alors, d'après moi, ça se fait entre Calgary et Nashville. Calgary est vraiment poche. Je vois pas comment... Je les vois pas sortir de ce marasme-là. C'est une équipe, d'après moi, là, qui va remplacer les Chicago, les San Jose,
les Anaheim, là, dans les nouveaux les reconstructeurs. Columbus, les nouveaux reconstructeurs. Pourtant, Toujours de ça la a été- matière pour nous autres. Hein? Ben oui. On était à veille de commencer à parler de Calgary, imagine-toi là. Nous, dans le fond, là, des gars comme Brad Treliving, là, c'est extraordinaire pour nous, pour Ben notre oui. show. Hein. Ça en prend. Ben oui, il Des démolit Stan ça, Bowman, l'équipe, puis des il coule une équipe. Treliving, des Barry Trotz. Ouais. On les veut, on veut les garder. Fait que moi, d'après moi, c'est entre Calgary et Nashville. Alors, ben c'est ça. Juste, D'habitude, t'es plus affirmatif. entre les deux? Ouais. Ben, écoute, regarde, si tu m'obliges, j'en prends un. Je t'oblige. Je vais prendre Calgary. Moi aussi. Vraiment? Ouais. Ben, Toi, vraiment. Pag, tu vois qui? Ben, j'aime beaucoup Wolf dans les filets, premièrement. Ouais. Qui va leur sauver quelques matchs. Puis Ouais, il n'en a pas sauvé beaucoup jusqu'à maintenant. Là. Huberdeau, Kadri, ils ont le potentiel de faire quelque chose. Ouais, mais toutes les équipes, Zane de Barrett. dernière place sont des gars comme ça. Je sais, mais je veux dire, ils ont quand même... tu sais, c'est des game changers qui peuvent... Puis Saros, lui, à Nashville, il n'est pas mauvais. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Forsberg. Tu sais, à un Ouais. moment donné. Ouais. Ouais. Je suis étonné des deux, en Alors, toi, c'est quoi, Nashville, ton choix? Oui. OK. Alors, Calgary, Nashville. OK. Juste finir sur les gardiens, Mathias. Montembeault va être agent libre en 2027. Est-ce que, d'après toi, il revient? Et Dobèche, lui, est agent libre en 2028. 2027, donc dans 3 ans. Dans deux Dobèche a autres vingt- saisons. Dans 2 ans, Dobèche a 26. Ouais. Puis Fowler a 23. Oui. Ça veut dire que dans 2 ans, Fowler aurait, en incluant cette année, 3 ans à Laval derrière la cravate. D'après moi, il va monter avant. Là. D'après moi, Montembeault, on le laisse aller, puis ça serait Dobèche numéro 1, Fowler numéro 2, jusqu'à temps que Fowler prenne le filet. T'es Qu'est-ce que t'en t'es penses? déjà en train de consacrer Dobèche? Comme numéro 2. Ah, comme numéro 2. Oui, éventuellement, mais peut-être numéro 1 avec une transition avec Fowler si Dobèche continue à jouer comme Fait que ça. toi, Il y a pas de Fowler, garantie. t'es autant en amour que t'étais avec lui Oui. avant. Là. Fowler, pour moi, c'est le gardien de but numéro 1 du Canadien en 2028-2029. Point. OK, moi, je suis moins affirmatif. Ah, OK. Pourquoi? Mais je te dis pas, là, j'hésite. Là. Vas-y, shoot. Non, mais les gardiens, j'attends je de voir sais ce que qu'ils c'est de la font dans la Ligue sorcellerie, nationale. je le là. sais. Puis là, j'ai eu Primo, j'en ai eu Ouais, mais là, beaucoup. tu croyais en Primo, tu sais. Ben oui. Mais là, attends, en Ben, tout cas. Tu Il y vois, avait toutes les raisons de croire que ça fonctionnerait. Il pourrait être non, il n'y avait dominant aucune dans la Ligue raison. américaine. Il n'y avait aucune raison de croire que ça fonctionnerait. non, mais Pac, c'est une blague, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare que tu me vois être quand même assez affirmatif sur un gardien de but. Habituellement, je Ouais. te dis toujours Ouais. sorcellerie. Ouais. Puis là, Là, je dis pas t'as sorcellerie. trouvé le vaccin à la sorcellerie. Oui. Mais Alors, écoute, ce que je veux dire, c'est dans la Ligue américaine, c'était Oui. pas clair. Mais dans la Ligue nationale, c'était affirmatif. Ah, qui mon était Dieu, oui. épouvantable. Moi, je vais Ah, dire ouais. en principe, il se promène, hein? Il est Ouais. retourné en Caroline. en principe, Fowler devrait être le numéro 1. Ouais. Mais je serais pas étonné non plus qu'on signe Montembeault pour quelques années encore. Et qu'on échange de bêche? Peut-être. Ah, OK. Donc, plus J'ai pas de certitude. le modèle traditionnel du jeune gardien, mettons, de Ouais. 24-25 ans, avec le vétéran de 33-34. Ouais. Le modèle traditionnel. C'est ça. Pourquoi Ok. tu laisserais aller Moi, Dobèche? Ben, je suis pas sûr encore. Pas sûr. Ben, c'est sûr qu'il y a un style de jeu unorthodoxe. Oui. Mais peut-être, mais comme numéro 2, écoute, moi, je le voyais comme un numéro 2 dans NHL. Puis, tu sais, c'est un émotif, on l'a vu. Ouais. Autant dans les hauts que dans les bas. Ouais, Ça tue un homme là, Ouais, devant ouais. le filet à Montréal. là. ouais. Mais ça se travaille. Parfait. Tant mieux. Regarde. Mais je te fais juste te dire, je suis pas convaincu. Tant mieux si c'est le De cas. toute façon, pour moi, c'est Fowler. Fait que si Fowler joue 55 matchs, tu as besoin d'un gars qui va en jouer 25-30. Puis ça se trouve. Mais ça se trouve, mais il faut faire attention. Il n'y a pas 64 bons gardiens dans la Regarde à LNH. Toronto, là, ils sont en débat ça. total. Il n'y a pas 64 bons gardiens. Fait que, mais regarde, il y en a qui s'en viennent également dans le pipeline du Canadien, mais on est quand même loin, là. Mais il y en a, le Canadien en repêche. Ils font bien. Qui sait, dans 3 ans, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir. Ça peut être Alexis Cournoyer. Ça Ouais. peut être, tu sais pas, Alexis Cournoyer. Juste une petite parenthèse. Excellent début de saison à Cornell. 3 matchs. C'est sûr que c'est un système qui est assez hermétique. Mais j'ai regardé ces 3 matchs-là. Puis je trouve que le gars, il est très... en plus d'être un bon technicien, c'est un gars qui est très aux aguets. De tout ce qui est autour. Il est très éveillé. Et on m'a dit également que c'était un gars qui était très réceptif au coaching. Bon. Avant qu'on te laisse aller en liberté pour Oui. le deuxième bloc, c'est juste que quand tu as parlé du dernier rang, à quasiment pareille date l'an dernier, ça m'a amené cette réflexion-là, comme je sais que tu es tu aimes beaucoup les
les bateaux qui coulent, Ben oui. quand c'est le temps de reconstruire. Ben oui. Puis tu parlais de Schaefer. La loterie, finalement, tu sais, San Jose a fini dernier. Ouais. Ils n'ont pas eu Schaefer, c'est les Islanders. Ils ont repêché Misa. Le Canadien a accédé aux séries, puis ça a permis à beaucoup de jeunes de grandir, et de croître, de gagner en confiance. Ouais. Est-ce que le Canadien était mieux de faire les séries, de mettre la main sur Zarovski, d'échanger ses choix pour Dobson, ou de couler, rater les séries, puis se retrouver avec Misa? Puis là, est-ce que Dobson aurait voulu venir à Montréal s'il y avait eu une autre saison de misère? Oui, mais le Canadien, je sais, avait très mal parti. Il était très mal parti l'an dernier. Mais, non, mais quel aurait été mais... le meilleur scénario, tu penses? Est-ce que ça t'amène au moins une petite réflexion ou pas du tout? Puis là, je ne t'asserai pas dans les extraits. Ça te mettra non, pas mais dans une le... petite, je te dirais, c'est parce qu'à un moment donné, ça dépend à quel niveau l'équipe est rendue. Ouais. Le Canadien avait quand même relativement progressé. Est-ce que ça aurait été bien d'avoir une autre choix top 5? Oui, évidemment. OK. Sauf que il avait quand même relativement progressé. Tu sais, c'est comme Anaheim cette année. Commencer à souhaiter qu'Anaheim ait un autre choix top 5, ça commence à devenir ridicule. Même San Jose? San Jose, d'après moi, avait besoin d'un autre choix top 5. Moins que le L'an Canadien prochain. l'an passé. Oui, parce que l'équipe de San Jose est plus jeune, alors que le Canadien avait déjà Suzuki, OK. Caulfield, qui était déjà là et qui était un petit peu plus avancé dans leur développement. Là, les Sharks, ils ont 3 ados. Ils ont 2 gars de 19 et un gars de Ouais. 18. Ça me va. Ça me va. Alors, Sharks, moi, je me disais peut-être que les Sharks, l'année prochaine, pourraient faire peut-être pas le bon qu'Anaheim a fait cette année, mais le bon qu'Anaheim a fait l'an dernier. Et les Sharks, dans 2 ans, vont devenir ce que Anaheim est devenu cette année. Bon. Tu vas chercher les clés des menottes. On va le libérer dans quelques instants. Simon, tu sais que je te laisse jamais en liberté immédiate. Tu Non. as tout le temps 1 minute ou 2 de liberté Ouais, conditionnelle. J'ai-tu rêvé ou j'ai vu à Gatineau un nouveau joueur qui s'appelle Peter Legostayev, Ouais. qui a quoi, 4-5 points en... 4 buts, 2 passes en 4 matchs. Puis il sort de Junior A. Oui, il sort de Junior A. C'est un joueur qui est admissible au repêchage cette année. Un ailier droit de 6 pieds 2, au-dessus de 200 livres, qui a tout un lancé, qui manie bien la rondelle, qui est travaillant. Et puis, c'est un gars qui jouait dans le Junior A en Ontario Il y a quelques semaines. il y a quelques semaines et qu'on a fait son acquisition il y a 2 semaines. Et là, il a joué 4 matchs chez nous. Alors, s'il y a des recruteurs de la Ligue nationale qui écoutent, c'est un nouveau nom à mettre sous le radar. Crime, vous devez être... ça sort d'une boîte de Cracker Jack. Vous devez être content de votre choix, content. là, On est la très gang de On est Gatineau. très heureux de cette prise-là. OK. Avant de te laisser en liberté, t'avais-tu... je me demandais si tu avais du Logan Mayou dans tes sujets. Non, regarde, j'ai tapé sur le clou assez longtemps. Oui. Il y a eu un dénouement, pas définitif, mais il y a eu un dénouement en fin de semaine avec qui a été cédé. Son renvoi dans la Ligue américaine. Son renvoi dans la Ligue américaine, OK. écoute, je ne juge pas des carrières à 22 ans. OK. Alors, on va revenir sur le sujet à un moment donné. Pour le moment, on va le laisser. OK. On va le laisser Retrouver sa confiance. Retrouver sa Parfait. confiance dans la Ligue américaine. OK, fair. Exactement. Parfait. Oui. Bon, ben vas-y. Bon, avant de commencer, je voulais saluer un de nos auditeurs, Félix. Félix, la semaine dernière, je suis allé voir son show. C'est un excellent jeune batteur. Ah oui? Et puis, son groupe jouait beaucoup des covers de rock alternatif des années 90. Puis, vraiment, il m'a beaucoup impressionné. Alors, moi qui est un amateur de musique rock, j'ai bien aimé aller voir jouer Félix et je le salue. D'ailleurs, pour les intéressés, mon deuxième invité, Mathias Brunet Rencontre, qui est sur YouTube et sur toutes les plateformes, là, qui est produit aussi par le groupe KO. Mon deuxième invité était Simon Boisvert, qui nous a parlé de sa passion pour la musique heavy metal, Oui. ses pyjamas du Canadien, Habit de neige. Habit de neige du Canadien, une photo de ma première blonde à 6 Je pensais ans. que c'était un pyjama. Tout est à l'écran. J'ai 5 photos vintage. Mais je voulais que, tu sais, on n'a pas parlé de repêchage, de construction Non. d'équipe, on a parlé de toi. Ouais. Puis j'étais content que les gens apprennent à te connaître. Ben, c'était le fun. Des photos que j'ai jamais montrées à personne. Wow. Puis, il y a toujours une petite histoire. Il y a beaucoup un lien avec le hockey, directement ou Ouais. indirectement. Avec dans ta ces maison de photos-là. jeunesse qui ensuite est passée entre les mains de Joselito Michaud et la chanteuse Véronique Béliveau. Véronique Ouais, Béliveau. ils ont habité là pendant 25 ans. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui les connaît, qui écoute,
Ben, dites-vous que j'ai habité là dans mon enfance, dans les années 70. Il y a un petit serpent il n'y a plus de petit serpent dans la maison, il est parti. Alors, beaucoup de sujets aujourd'hui. Enfin, on va parler des fameuses stats de la WHL. Les fameuses stats gonflées de la WHL qui font en sorte que je suis de plus en plus prudent quand j'évalue un joueur de l'Ouest. Avant de le proclamer générationnel, superstar, etc., etc. Et là, je suis allé dans les archives et là, j'ai vu que, premièrement, dans les 100 meilleurs marqueurs de la Ligue l'an dernier, il y avait 9 attaquants de la WHL. Dans les combien? 100 premiers. Là, c'est sûr que Connor Bédard, il savait qu'on allait en parler. Il nous a écouté la semaine passée. Il a décidé de scraper un peu le sujet, mais... Non, mais quand même, il était dans les 9. Alors, 9 sur 100 pour une Ligue qui ratisse tellement large sur son territoire, dans son bassin de joueurs, je trouve que c'est pas beaucoup. Hey, du Québec, y en avait-tu? J'ai pas fait la compilation des Il ne devait pas en avoir beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y a quand même des Européens qui ont joué au Québec, des fois, qui peuvent se faufiler. Oui, c'est pas la même chose. Non, mais c'est ça pareil. Ils ont joué au Québec. C'est comme ça mais ils n'ont pas été développés par le... Non, mais les joueurs de l'Ouest non plus, parce que, par exemple, Léon Draisaitl fait partie de ce gang-là. Oui. Il doit avoir beaucoup d'Ontariens, d'Américains. Dans l'Ouest? Je parle dans les 100 meilleurs, là. Oui. Des Américains, des Ontariens, là. Oui. Et là, entre 2010 et 2025, il y a eu 9 attaquants de la WHL qui ont été choisis dans le top 5. Ce sont Ryan Johansson, Nino Niederreiter, Ryan Nugent-Hopkins, Léon Draisaitl, Sam Reinhart, Nolan Patrick, Kirby Dach, Connor Bedard et Caden Lindstrom. OK. Il n'y en a pas beaucoup qui... C'est un... Tu sais, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup vraiment qui ont été des grandes vedettes. Je crois que Draisaitl, ça se passe de commentaires. Reinhart est devenu un excellent joueur. Draisaitl a été là 1 an. Oui, il était 2 ans, oui. Ouais, il aurait pu jouer à Shawi ou à Drummond, puis ce serait devenu le joueur qui est devenu. Oui, parce que c'est un Européen. Oui, mais il a joué... Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais on essaye d'être... Tu sais, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Là, on essaye d'être fair là, quand on fait une évaluation comme ça. Nolan Patrick a été blessé, mais je crois que Nolan Patrick, même avant, montrait des signes de joueurs beaucoup plus de milieu d'alignement que de vedettes. Connor Bedard coûte très bien parti. Là, il produit. Oui, il produit. J'aime toujours mieux Celebrini dans l'ensemble de son jeu. Mais moi, je me souviens, je t'avais dit, Mathias, il y a une couple d'années, je t'avais dit, peut-être que Bedard va avoir plus de points. Mais j'aime mieux Celebrini. Pour les poolers, là, c'est bon. Pour les poolers, Connor Bedard, il est toujours bon. Kirby Dach, on en a parlé amplement. Caden Lindstrom, il est blessé. Il est à Michigan State. Il a été blessé pendant 2 ans. Il est à Michigan State cette année. Ça roule moyennement, mais on va lui donner le temps. Il n'a pas joué pendant 2 ans, mais même là, je trouvais que pour un choix top 5, c'était trop élevé. Ryan Nugent-Hopkins, premier choix de 2011. Je crois que si on refait le repêchage 2011, il n'est même pas des 5 premiers. Il y a eu une saison de 100 points. C'est quand même un joueur extrêmement utile à Edmonton, mais il y en a beaucoup du repêchage de 2011 qui ont été bien supérieurs à lui en commençant par Nikita Kucherov et le regretté Johnny Gaudreau. Et il y en a plusieurs autres. Johansson, Niederreiter, on ne peut pas dire... Ils ont eu... Non. Ryan Johansson a peut-être eu une bonne saison ou 2, mais c'est ça. Alors, la WHL, on fait attention avant de canoniser les joueurs. J'ai beaucoup plus confiance, moi, aux joueurs de la Ligue de l'Ontario. Puis je sais que tu as déjà regardé les défenseurs à un moment donné. Tu ne les as pas par cœur sur ta liste. C'est encore pire. Ah oui. Il faut faire extrêmement attention. Les Korchinski, les George Brook et compagnie, il faut faire extrêmement attention. Les Canadiens, à un moment donné, il y avait eu Ryan White, qui avait cartonné aussi. Oui, il avait été choisi plus loin, mais quand même. Oui, mais à un moment donné, il y a eu un buzz autour de lui à ses dernières années juniors, parce qu'il produisait. En effet. Duncan Siemens, s'il y en a qui se souviennent de ça. En fait, il y en a eu. Le plancher est jonché de flop de la WHL à la défense. Puis y a-tu comme, tu sais, par exemple, je pense à ton préféré, Caden Cooley. Ouais. Je te dis ça avec un clin d'œil, mais quand même, qui a joué dans la WHL, ils en ont-tu, sans avoir été repêchés dans les tops, qui remplissent bien leur rôle dans est-ce qu'ils ont un haut taux de succès quand même, malgré tout? Oui, bien, il y en a, mais comme je t'ai dit, ça pourrait revenir dans un autre segment. Moi, je me suis concentré sur les alliés cette fois-ci. Les défenseurs, oui, il y a toujours des gars, à un moment donné, qui peuvent être repêchés en 2e ronde puis qui peuvent avoir du succès. Weber. Sauf que, oui, des gars, c'est ça. Mais Goulet, c'était pas un gros producteur de points. Chez Weber, ça fait longtemps, par exemple, c'est 2003. Ouais, puis c'était pas un gros producteur de points. Goulet, c'était pas un gros producteur de points non plus. Non.
Et c'est pour ça qu'il n'a pas été repêché dans le top 5. Mais il y avait des gars comme Griffin Reinhardt qui ont été repêchés numéro 4. On a vu ce que ça a donné. Morgan Riley, il était bon. Il est correct. Il est bon à Toronto, mais c'est pas devenu une grande vedette, alors que dans la WHL, c'était une grande vedette. Ty Smith, c'était pas la Ligue de l'Ouest? Ty Smith, c'était la Ligue de l'Ouest. Ça va pas très, très bien non plus pour lui. Il y en a un autre là, qui me... Ah, écoute, il y en a. Comme je t'ai dit, on va revenir là-dessus. Ouais. C'est une bonne idée que tu as eue. On va revenir sur les défenseurs. Parce que moi, je pense que c'est même encore pire à la défense qu'à l'attaque. Carl Osner. Oui. C'est quand même des gars repêchés il y a quand très même une longtemps. bonne carrière. Là, Oui, oui. Puis il a fait bien de l'argent. Tant mieux pour lui. Ouais, Mais il a fait de l'argent. Oui, il a fait de l'argent. Bon gars. Tu pourrais-tu parler des gardiens aussi, s'il te plaît? Non. Carey Price. Non. Oui, Carey Price. De 2003 à 2005. Et non le moins. Oui, Pag. Bon, OK. Non, sois gentil. Là. Oui, tu je l'aimes, suis ton gentil. petit Pag. Oui, là. je l'aime, Mais Pag. c'est que je là, l'aime, on se Pag. parle 15 fois par jour, les trois ensemble. Je le Puis sais. là, les gens vont avoir l'impression que tu l'aimes pas. Qu'on s'aime pas. Ouais, c'est pas c'est vrai. pas vrai. On s'aime, mais qui aime bien châtie bien. Voilà. Bon. Bon, mais j'ai hâte d'être châtié, moi. Mais non, mais sérieusement, Pag, bonne idée. On parle des défenseurs de la WHL la semaine prochaine et on ne focusera pas uniquement sur les hauts choix. On va y aller avec des défenseurs de la WHL qui sont bons dans la LNH et quand est-ce qu'ils ont été choisis et combien il y en a. Bon, il reste 9 joueurs de moins de 20 ans dans la Ligue nationale en ce moment. Il y a eu des renvois aux juniors, Ah oui, hein? mais il en reste 9 et les 9 sont Canadiens. Qu'est-ce qui va arriver à l'équipe Canada junior? Attends, les 9 sont Les canadiens. 9 sont Canadiens. De moins de 20 ans? Ouais. Ben non. Ben oui. Nomme-moi celui qui ne l'est pas. Demidov? Non, il y a 20 ans, Demidov. C'est sa saison de 20 ans. Il n'est pas admissible pour Ben dans ma tête, il y avait 19. Même s'il était même si les Russes étaient là. Ah, OK. non, ma non. tête, parce qu'il va avoir 19 ans fin décembre. Oui, mais là. c'est sa OK. saison de 20 ans. 20 ans fin décembre, Ouais. OK. Ah, OK. je Alors, comprends ce que tu veux dire. on a à la défense Matthew Schaefer, Sam Dickinson, Zane Parek, Harrison Brunick. Je pense que Brunick, il est rendu à 9 matchs. Je crois qu'on va le retourner au junior, ou en tout cas, on va Parek, peut-être- on pourrait le prêter aussi, là. Parek, ils ont dit qu'il était là pour rester, mais on pourrait le prêter également. Ça, c'est vrai. Dickinson, je serais surpris. Non, ça qu'on va le prête. mieux, là, hein? Ça va bien. Mathieu Schaefer, oubliez ça. Bon. Alors là, qu'est-ce qui reste à l'attaque? Michael Misa, Ben Kindle. possiblement Michael... Il y a une possibilité Michael Misa, là, parce que là, je vois comment on gère ses matchs. On va peut-être l'envoyer, là, il est sur la liste des blessés, on va peut-être l'envoyer dans la Ligue américaine pour quelques matchs. Après ça, il s'en va au cadre d'équipe Canada Junior. Tu sais, on essaie d'étirer la sauce. Parce que le jour où Michael Misa et les autres en question, le jour où les Sharks jouent leur 40e match, peu importe le nombre que Misa a fait, les années d'autonomie, il se rapproche de l'autonomie d'1 an. Le 9 matchs, ce que ça signifie quand tu brises la barrière du 9 matchs, c'est que ton contrat est valide et tu deviens agent libre sans restriction plus tôt. Ouais. Mais ça ne change pas la date à laquelle tu deviens agent libre sans restriction. Mais au 40e match de ton équipe, ça passe à un autre niveau. Alors, il va y avoir des calculs qui vont être faits de ce côté-là. Macklin Celebrini, je pense qu'on va oublier ça, il ne jouera pas pour le Canada. Beckett Seneca, je pense qu'on va oublier ça, il ne jouera pas pour le Canada. Berkeley Catton, c'est une possibilité. Je trouve que Catton n'est pas beaucoup utilisé. Il y a eu quand même des moments sur le premier trio. Il a joué sur l'avantage numérique. Il n'est pas mauvais, mais tu vois que ça, Catton, c'est un candidat parfait pour le règlement qui entre en vigueur l'an prochain, c'est-à-dire qu'il va être possible d'envoyer un joueur junior. Chaque équipe peut envoyer un joueur junior dans la Ligue américaine à 19 ans. Je crois que Catton, si le règlement était en vigueur cette année, aurait joué dans la Ligue américaine. Et le dernier, Ben Kindle, moi je crois que Ben Kindle, à moins là, que vraiment il frappe le mur des recrues, il devrait continuer à jouer à Pittsburgh. Et tu vois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Oui. tu avais Misa deuxième cette année avant le repêchage. Oui. Et Kindle, tu aimais beaucoup le choix des Pingouins. Ben oui, je l'avais 10e, Kindle. Est-ce que ça se rapproche entre Misa et Kindle pour le fun? Écoute, c'est drôle parce que tu dis ça à moi ou à n'importe quel analyste de repêchage ou recruteur, je pense que au mois de juin, l'écart était très grand entre les deux, même si j'aimais beaucoup Kindle, l'écart était très grand. Puis là, tu vois arriver dans la Ligue nationale. Oui, hein? Misa, quand même, a eu des bons moments, mais Kindle, on dirait, joue avec plus d'aplomb. Mais il joue aussi avec plus de Sidney Crosby. Oui,
Mais il y a Celebrini aussi. Ouais. Ben, tu sais, Ouais. Misa joue pas avec Celebrini, mais enfin, on se comprend. Mais c'est plus facile pour Misa, avec une formation où il y a de la place, que pour Kindle, Ouais. ça a été une surprise. Il y a plus de joueurs âgés Ouais. à Pittsburgh. Là. Mais ça va évoluer au fil de la saison. C'est On sûr. a qu'à se rappeler Will Smith l'an dernier, que je croyais susceptible d'être retourné dans la Ligue américaine. Et dans la deuxième moitié de saison, il a vraiment cartonné et cette année, il a pris son envol. Fait qu'il faut faire attention. Là, on a une tranche de 20 de la saison qui est terminée. Après ça, on revisitera ça après le championnat junior au mois de janvier. On verra où ces gars-là sont rendus. Parlant de jeunes joueurs, on continue. Tournoi U17 qui s'est terminé en fin de semaine. Le Canada avait 2 équipes, Est et Ouest. Domination totale. Ils ont joué l'un contre l'autre. Je voulais attirer l'attention sur les Pats de Regina, qui avaient 2 joueurs qui jouaient à ce tournoi-là, entre autres. Mais ce sont 2 gars de 15 ans. Maddox Schultz et Liam Pugh. Et ça, ce sont des joueurs admissibles au repêchage 2028. Et cette année, les 2 gars jouent à Regina dans le cadre d'un règlement qui leur permet de jouer au moins 34 matchs. Ils ont été excellents au tournoi, alors qu'ils étaient quand même 1 an plus jeunes que le reste des joueurs qui majoritairement avaient 16 ans. Alors ça, c'est déjà, on commence à regarder le repêchage 2028. Dans les gars 2027, Alexis Joseph, évidemment, à noter, là, qui joue pour les Sea Dogs de Saint John, qui a été un des meilleurs, sinon le meilleur joueur du tournoi. Et on notera que Pag il cherche très fort en ce moment à faire quelque chose avec Pugh. Là. Non, la fiante est là, puis Victor Hugo, mais... Puis on est dans le segment du serpent en liberté. Mais il travaille fort. En fin de semaine, moi, je vais aller passer la fin de semaine à Gatineau pour voir les Olympiques 2 matchs. Mais samedi, je vais aller à Ottawa voir un match de l'Ontario. Niagara joue à Ottawa. Pourquoi Niagara? Il y a quand même beaucoup de joueurs là, qui m'intéressent dans ces 2 équipes-là de 16 et 17 ans. Je vais en parler lundi prochain, mais précisément, Niagara, c'est Ryan Rubrick, qui en ce moment qui est perçu comme un choix top 10. J'ai bien hâte de le voir en personne. Je sais que l'année passée, il était très impressionnant. C'est un gros centre qui a marqué 41 buts. Qui ne veut pas d'un joueur comme ça? Mais cette année, c'est un petit peu plus difficile. Ah oui? Et c'est un late, donc il joue quand même sa saison 18. C'est un petit peu plus difficile cette année. J'ai hâte d'aller voir en personne. Des fois, je trouve qu'il y a un peu un manque d'effort, mais rien de mieux que d'aller le voir de visu dans un aréna. Puis quand il va te voir dans les estrades, il va peut-être se grouiller le derrière un peu plus. Ça m'étonnerait qu'ils me connaissent. Là, Il mais veut quand même que Mathias et le serpent disent des bonnes choses de lui. Oui. Avant de passer au... ça s'applique peut-être plus aux joueurs de la Q. Là, je pense pas que Ryan Rubrick écoute notre Moi, je pense que podcast. Rubeck nous écoute. Avant de passer au sous-segment du Retour vers le futur, Non, c'est pas un sous-segment. c'est mon segment, c'est Serpent Liberté. Oui, mais trouve un autre. Tu peux pas avoir... C'est tellement le fun, là. C'est On tellement peut pas le fun, dire je le sous. sais. Non, mais en tout cas... Non. C'est comme les demi-frères et les demi-sœurs. Demi-frères, demi-sœurs, c'est pas des demi. Non, c'est ton frère ou ta soeur. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est pas un sou. Bon, OK. Alors, Ta portion spéciale Bon, du c'est serpent en liberté. Avant de terminer, il y a des rumeurs de fusion entre la Ligue canadienne de hockey et la USHL. Hein? Oui. Ça, là, c'est que la USHL, je crois, a peur de s'affaiblir avec le nouveau règlement qui fait en sorte qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs de 16 et 17 ans qui se sont envenus dans le hockey junior majeur canadien cette année. Et là, tu sais, il y en a qui se disent on va aller jouer au Canada et après ça, on ira aux États-Unis. Fait que peut-être que la CHL serait prête à accepter quelques équipes de la USHL et les intégrer à aux ligues. Là, tu vas me dire, oui, mais la USHL se trouve en général dans le Midwest américain. Ouais. Est-ce que nécessairement les équipes s'en iraient toutes dans la Ligue de l'Ouest ou de l'Ontario? Je ne pense pas. Il y aurait peut-être moyen, et ça, encore là, c'est vraiment des rumeurs, ce n'est pas de l'information de première main que je reçois, c'est des rumeurs, que peut-être que dans la Nouvelle-Angleterre, on pourrait intégrer 1 ou 2 équipes qui s'en viendraient dans la Ligue junior majeure du Québec. Bon, on l'a déjà vu. Mais ça, Yaroslav Alak a déjà joué en Nouvelle-Angleterre. Oui. Avec les Maniacs de Lewiston. Ouais. C'est ça. Et là, il y en a qui ont peut-être vu la nouvelle passer, là, gros changement à Hockey Québec.
avec un programme élite qu'on veut créer pour les 200 meilleurs joueurs de 14 ans. Et on parle peut-être d'éliminer un certain nombre d'équipes dans la Ligue M18-3. Faudrait. Au lieu de 15, on parle de passer à 12. Il y a beaucoup de scénarios sur la table en ce moment. Mais la chose qu'on m'a dite, c'est que oui, il y a beaucoup de scénarios sur la table. On m'en a énuméré quelques-uns, mais il n'y a rien qui est défini. Mais tu penses pas que c'est mieux de réduire un peu, là, puis de garder la crème au idéalement, sommet? ça serait 10. Écoute, c'était 8. Hein? D'ailleurs, dans le sous-segment, là, t'aimes pas ça que j'appelle ça de même, segment spécial. Je vais parler de la Ligue Midget 3 à l'époque de 8 équipes. Ouais. Alors, écoute, idéalement, ça serait 10, mais je pense que 12, ça va faire la job. Mais pourquoi, en fait? Parce qu'on n'est pas mieux de développer plus de joueurs? Non, c'est que tu veux que le calibre soit plus élevé pour les joueurs élites. C'est comme le programme de développement américain. Là, tu fais une équipe, là, les tops sont ensemble. Moi, je pense que c'est ils jouent dans les USHL, les top 16 ans, les top 17 ans. Si tu le fais pas, ton M18, ben 3A, ben t'es pas mort non plus. Fais tes preuves dans un niveau inférieur, puis tu remonteras. Oui, comme le Midget Espoir. Voilà. Exact. Bon, cette semaine, l'espoir de la semaine, on revient sur un espoir du passé, qui aujourd'hui est à la retraite. Et on a parlé de Lemieux, Gretzky, Pat Lafontaine. Cette semaine, le co-recruteur-chef du Canadien, Martin Lapointe. Okay. Martin Lapointe, qui jouait à l'époque dans le Midget 3A pour les Lions du Lac-Saint-Louis, alors qu'il y avait 8 équipes. Et son compagnon de trio, son joueur de centre, était Ryan Hughes, qui a joué une coupe de match en Ligue nationale et qui était le frère de Kent Hughes. Kent Hughes a joué tout de suite après pour les Lions du Lac-Saint-Louis. Lapointe avait 15 ans à l'époque et c'était un temps où il y avait beaucoup moins de joueurs de 15 ans dans le Midget 3. La majorité des joueurs avaient 16 et 17. Alors moi, je portais énormément attention à ce type de joueur-là qui était plus jeune que la moyenne d'âge, comme toujours. Ryan Hughes, c'était pas comme un gros espoir dans ce temps-là? Ryan Hughes, c'est qu'il y avait eu une grosse saison à 16 ans. Mais il n'y avait pas un super coup de patin. Okay, Alors, il était allé... Ça, c'est un des rares gars qui, à l'époque du Québec, s'était en allé aux États-Unis. Il n'avait pas joué dans la LGMQ. Il était allé à l'Université Cornell. Il avait bien fait. Il avait été repêché en deuxième ronde par les Nordiques. Finalement, il jouait un couple de matchs à Boston. Ouais. Bon, Québec, c'était quand même un choix de deuxième ronde. Ben oui. Là, parce que c'était un joueur extrêmement cérébral, un excellent passeur, mais je pense que le coup de patin faisait défaut. OK. Alors, Martin Lapointe... moi, il m'épatait. C'était pas le gars le plus rapide, mais je trouvais qu'il avait des bonnes mains. Il était fort. Puis je me disais, ça, surtout à l'époque, je me disais, ça, c'est un joueur de la Ligue nationale. À l'âge de 15 ans, avec Lac-Saint-Louis. Et il est admissible au repêchage de la LNH en 1991. Alors, en 89, il a été repêché par le Titan de Laval. Il y avait des rumeurs à l'époque qu'il pourrait s'en aller aux États-Unis, mais il ne l'a pas fait. Il a joué avec le Titan de Laval une couple d'années. Il a été repêché en 91 par les Red Wings de Détroit, 10e au total. L'année de Lindros, ça, non? L'année de Lindros, 10e au total. Et il a quand même eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Je croyais, moi, qu'il compterait un peu plus. Mais il s'est fait une niche de joueurs, si on peut dire, de troisième trio à Détroit, alors que le club était pacté. Il gagnait la Coupe cette année. Il s'est fait une niche de joueurs de troisième trio extrêmement habile, extrêmement hargneux, capable de poter des buts, comme on dit, de temps en temps. On peut regarder ses statistiques. Mais tu le voyais où, toi, à l'aube du repêchage? T'as beau me dire c'est un joueur de la Ligue nationale, ça m'en dit pas beaucoup. Là. Regarde, tu le voyais où? Alors qu'il était Midget 3, c'était difficile de dire. Moi, je le voyais dans ma soupe, là. Mais junior, là? Junior, moi, je me disais, en 91, ça, c'était l'année de Lindros, Niedermayer. Écoute, moi, je l'avais probablement 6, 7 ou 8. Là, parce que pour que tu me parles de lui aujourd'hui, il fallait qu'il soit spécial. Là. Oui. Moi, c'est un espoir. Puis je vais aussi te raconter une anecdote qui fait en sorte qu'il était encore plus spécial. Martin Lapointe, tu vois, 181 buts en 991 matchs. Il a terminé sa carrière à Ottawa en 2008. Et à Détroit, il a quand même gagné 2 coupes avec des saisons de 16, 15, 16, 16, 27 et 27 buts. Ah, 2 saisons de 27 buts? Non, 16, 15, 16, 16 et 27. OK. 27 sa dernière année. C'était sa dernière année. Il y avait eu un très beau contrat avec les Bruins de Boston, je crois, 5 ans, 25 millions. Le Canadien espérait l'avoir à ce moment-là, puis il avait choisi Boston. Exactement. Ouais. Alors, et là, il est revenu dans le giron du Canadien éventuellement. C'est parce que moi, ce que j'aimais chez lui, tu sais, j'aimais la combinaison du gars qui joue dur,
mais qui a des mains, qui est capable de marquer. Puis, tu sais, si tu fais quand même, si tu es un gars qui est un joueur de soutien dans la LNH, puis tu es capable de faire 15, 16, 17, puis une année, 27 buts, bien, ça veut dire que tu es capable de jouer au hockey. Alors, je me serais peut-être attendu qu'il compte un petit peu plus, mais je pense que le fait qu'il soit allé à Détroit, bien, tu sais, peut-être dans une équipe plus faible, il aurait peut-être joué sur un deuxième trio. Il y a une rumeur à l'époque qui disait qu'avec Team Canada Junior, il avait remis Lindros à sa Oui, place. je me rappelle de ça. Je ne sais Mais pas si c'est il vrai. l'a remis à sa place, là. Puis Lindros, c'est un monstre, là. Oui, mais la pointe, c'est un bulldozer. Il l'avait remis à sa place C'est physiquement. un là, ouais. bulldozer. Ah oui, j'ai pas de misère à le croire. J'avais entendu parler de cette rumeur-là. Et là, ben, Martin Lapointe, pourquoi c'est un peu spécial pour moi? Martin Lapointe est né en 1973. Je suis 7 ans plus vieux que lui, mais on est allé à la même école secondaire. C'est À où, ça, donc? 7 ans de différence, au Collège de Montréal. Ah oui. Et à l'époque, il était un des rares joueurs juniors qui allait dans une école privée. Il a fait son secondaire 5 au Collège de Montréal tout en jouant au hockey junior. Avec les voyages en autobus, j'imagine que les lundis matins devaient être difficiles. Surtout que c'était une école où les exigences académiques étaient très élevées. Et Lapointe, à ce moment-là, j'avais appris, moi, dans un article... Comment j'avais su ça? Ben, Marc Lachapelle, le grand chroniqueur de hockey junior de l'époque, le Stéphane Leroux de son époque, avait rapporté qu'il allait au Collège de Montréal. Et là, ça avait attiré mon attention. Et là, je me suis dit, moi, j'essayais de rentrer dans le hockey. Fait que je me suis dit, pourquoi je ne deviendrais pas son agent? Lui, là, personne... Ouais, j'avais 22. C'est lui, là. Moi, j'avais 22 ans. Non, mais c'était une entrée pour moi. Ouais. Parce que je me suis dit, j'ai 22 ans. Là, je pourrais devenir agent. Puis là, mon père qui était banquier, il avait été conseiller en placement et tout, ben, je me suis dit, mon père pourrait m'épauler là-dedans. Ah oui, hein? J'avais un chum qui devenait avocat. Ouais. Fait que là, je voyais tout ça là, se passer Martin dans ma tête. Lapointe, c'est ton avenir, là. Oui, c'était mon avenir dans le hockey. Puis là, son titulaire de classe en secondaire 4, je le connaissais très bien. Ouais. Ses professeurs, on a eu les mêmes profs. Fait que je me suis dit, je vais aller faire un tour au Collège de Montréal. Je vais essayer d'organiser un meeting avec lui, essayer de rencontrer ses parents. Puis là, à un moment donné, j'apprends qu'il s'était trouvé un agent. On se rappelle-tu? C'était-tu Gilles Lupien? C'était Pierre Lacroix ou Gilles Lupien. Ça peut-tu être... Ou là, je chantais. Y avait-tu Don Meehan là-dedans? Écoute, je ne sais plus. Ouais. Je ne sais plus. OK, mais c'était trouvé un agent. C'est pas grave, là. Puis là, je me suis dit, si j'étais allé plus vite, puis pendant des années, je me suis dit, j'aurais dû être plus fonceur. J'aurais dû y aller plus vite. Et on est allé à la même école. Écoute, ça m'a tourné dans la tête, là. Pendant des années et des années, je me suis dit, c'était mon entrée dans le hockey. Mais est-ce qu'il y a des agents pour les recruteurs? Peut-être pas. Il n'est peut-être pas trop tard. Tu pourrais essayer de donner une grosse prolongation de contrat. Il n'y a pas d'agent pour les recruteurs. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était mon histoire avec Martin Lapointe. Fait que si jamais il y en a qui connaissent Martin et qui lui rapportent l'histoire, ben, je pense que ça pourrait le faire sourire. Il y a un agent de recruteur pour lui. Ça pourrait le faire sourire parce qu'il ne se doutait certainement pas de ça, qu'un ancien du Collège de Montréal, en 1988, voulait devenir son agent. Bon, elle est bonne. Alors, c'était ça le segment. Bon, ben merci. Et ce n'est pas un sous-segment. Mon beau petit Simon, on est rendu à ta sélection d'équipe. Oui. Sélection du Serpent. Puis là, on est rendu au quart de finaliste. Et tu vas nous faire un portrait tu commences avec les Golden Knights de Vegas. Tu nous fais un portrait du présent et de l'avenir qui, tu vas me dire, est différent de l'an dernier, comme pour les autres équipes? C'est toujours différent parce qu'ils ont acquis Mitch Marner. Voilà. Et on a également su qu'Alex Pietrangelo ne reviendrait probablement pas au jeu. Quand même, alors, ça, bien. Même s'il était en fin de carrière, il était quand même encore un joueur. Puis ça paraît, ça a aidé Toronto aussi depuis qu'il est parti. Tu sais, leur souffre-douleur, Marner, là, qui était la cause des déboires de l'équipe. Mais pour lui, ça va super bien depuis qu'il est parti. Fait que Vegas, on peut dire, eux autres, ils n'ont jamais bâti par le repêchage. Ils ont toujours échangé leurs choix, leurs espoirs. Et semblent toujours trouver le moyen de signer des joueurs et puis de faire marcher le tout sous le plafond salarial avec des trucs de passe-passe dont on s'est occupé dans la nouvelle convention collective. Mais pour le moment, regarde, ils ont Mitch Marner, Jack Eichel à 12 et 13,5 millions respectivement, sous contrat encore
pour un bon 8-9 ans. Ils ont Thomas Schertel, Brett Howden, Shea Theodore, Noah Hannafin et le gardien Eden Hill. Ça, c'est ce qui est cadenassé comme noyau pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années, là, selon le cas. Mark Stone, 2 années encore à 9,5 millions. William Karlsson, 2 années encore à 5,9. Ce sont des joueurs qui sont dans la trentaine. Est-ce qu'on va les re-signer ou est-ce qu'à ce moment-là, on va prendre l'argent et on va s'en servir pour aller chercher un autre joueur mécontent quelque part? Plus jeune. Stone souvent blessé, hein? Oui, qui va accepter de venir jouer à Vegas, hein, comme on a fait avec Jack Eichel. Thomas Schertel aussi. Ivan Barbachev, 3 ans encore à 5 millions. Très bon joueur de soutien. Puis le reste, ben, regarde, Riley Smith, agent libre à la fin de l'année. Brandon Saad, agent libre à la fin de l'année. Dans les jeunes joueurs, évidemment, qui a le plus d'impact, c'est Pavel Dorofeyev. Lui qui est agent libre avec restriction à la fin de l'année. Et lui, s'il continue à ce rythme-là, il ne gagnera pas 1,8 million. C'est un gars qui pourrait facilement commander un 6, 7, 8 millions par année. Un gars repêché plus loin. Un gars repêché en 3e ronde. C'est ça. Fait que c'est ça leur secret. Oui. S'ils arrivent, ils n'ont pas besoin de repêcher dans le top 5. Puis, ben, ils ont pris une chance avec un joueur qui était probablement considéré comme le fameux facteur russe. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne viendra pas? Mais on l'a pris. Ils n'ont pas de Le grève dard. Il n'y a pas de grève de la poste en Russie avec les facteurs russes. Tout va bien. Non, Chuck l'a aimé celle-là. Chuck, pour moi, Chuck, je soupçonne Chuck de faire partie de l'armée, moi. À la défense, Theodore Hannafin et Kenan Korczak, cadenassés pour plusieurs années. Braden McNabb, encore pour 3 ans. Zach Whitecloud, encore pour 3 ans. Il y a Jérémy Lauzon qui est agent libre à la fin de l'année. Donc, on peut dire que de ce côté-là, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Mais le plafond monte et Vegas est une destination attrayante. Ouais. Et ils trouvent le moyen toujours de packager. Est-ce que c'est Trevor Connolly qui va être le prochain échangé? Parce que Trevor Connolly est à peu près leur seul espoir en ce moment. À toi de me le dire. Dans le pipeline. À toi de me le dire. Bien là, Trevor Connolly, j'attends son retour. Il a recommencé à patiner supposément. J'attends son retour avec les Silver Knights de Henderson dans la Ligue américaine. Et vous ne perdez rien pour attendre, chers auditeurs. Dès qu'il va revenir au jeu, vous allez avoir un rapport quasi hebdomadaire sur lui. En 2026. Il revient-tu avant 2026? Je ne sais plus. Je ne sais plus, Mathieu. Je suis découragé par ces blessures-là. Ah oui, hein? Oui. Mais je ne suis pas découragé de son potentiel. Mais ils l'ont Essaye pas, pas de me faire dire des affaires. Essaye pas de me dire que c'est un flop. Ils l'ont pas amputé, là, toujours, là. Il y a encore tous ses membres, là. Il est correct. Oui, y a-tu un jeu de mots là-dedans? Non, même pas. Non, OK, bon. Fait que c'est à peu près le seul espoir, là, vraiment, du côté de Vegas, qui a toujours échangé ses choix. D'après moi, Connolly pourrait faire l'objet d'une transaction, à moins qu'on en ait besoin d'un joueur qui coûte pas cher pendant quelques années. Connolly a 19 ans. Il va jouer dans la Ligue américaine cette année. Pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est parce que Connolly ne vient pas du hockey junior majeur canadien. Mais, Simon, tu considères plus Carter Hart comme étant un espoir? Non, parce que Carter Hart a 27 ans. On va parler d'ailleurs des gardiens de but, Eden Hill, Carter Hart. Eden Hill qui a eu une séquence absolument merveilleuse qui lui a donné un très gros contrat. Carter Hart, qui est le seul joueur, si je ne m'abuse, oui, parmi les impliqué dans le scandale qui joue dans la Ligue nationale. Exactement. Il a obtenu un contrat de 2 ans à 2 millions. Il est admissible pour jouer le 1er décembre, si je ne m'abuse. Alors, on va voir ce que ça va donner. Pas jouer au hockey pendant une couple d'années. Je pense qu'il a fait 1 année à l'extérieur. Ouais, c'est pour ça que je parle d'espoir dans son cas. Je sais qu'il est plus vieux. Ouais, mais là, à 27 ans, c'est un peu une réinitialisation de son statut. Mais, regarde, un gardien qui ne joue pas pendant une couple d'années, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est ça pour les Golden Knights. Qu'est-ce qu'on voit dans l'avenir pour les Golden Knights? Je ne serais pas surpris qu'ils gagnent une autre Coupe Stanley d'ici les 5 prochaines années. Chose certaine, s'ils ne gagnent pas, ils vont être dans le mix, mais pas dans le mix des séries, dans le mix de la Coupe. Ouais. Mais le Colorado est très fort cette année. Il y a Anaheim qui s'en vient comme un train. Et il y a toujours les suspects habituels, là, les Dallas de ce monde. Oui. Colorado, oui. Colorado, mais c'était mon choix pour gagner la Coupe au début. Oui, on en a parlé dans je pense qu'on avait fait on en avait parlé dans les paris. Alors, c'est mon choix pour gagner la Coupe, mais ça vaut ce que ça vaut. Beaucoup d'équipes partent en peur au mois d'octobre, novembre, puis après ça, rendu au mois de mai. C'est un autre hockey qui joue et surtout, les confrontations sont très importantes parce qu'on dirait qu'il y a des équipes qui ont de la misère à battre d'autres équipes. Tu penses à qui? Colorado?
Ben, Colorado Dallas, c'est a de ça. la misère avec Dallas, exemple. OK. T'sais. Ben là, c'est Rantanen. Ça a été le facteur Rantanen l'an dernier, là, qui était crinqué au max contre son ancienne Mais il équipe. y a toujours quelque chose. Tu sais. Ouais. Mais je pense que Colorado est bien équipé parce qu'on a réglé des problèmes dans les joueurs de soutien. On avait perdu beaucoup de joueurs de soutien. On repêchait pas bien, on développait pas bien. Mais là, je pense qu'on a bien finalisé l'équipe. Et McKinnon, Makar sont à leur apogée. Reste à savoir si Landeskog peut revenir. Ben, lui, 3 ans d'absence. Ouais. 3 ans d'absence, C'est dur. là. Quand Guy Lafleur était revenu au jeu en 88, il n'avait pas joué pendant 3 ans et on disait que c'était un miracle qu'il revienne au jeu. Alors imagine Landeskog qui avait été blessé, alors que Lafleur, lui, n'avait pas été blessé, il n'avait simplement pas joué. C'est difficile, là, Landeskog, C'est difficile, quand même. c'est difficile. Il y a de la misère à... Alors moi, je pense qu'on devrait gérer un petit peu plus sa charge de travail, si on peut appeler ça comme ça, le nombre de matchs. Il ne devrait pas jouer 82 matchs. De toute façon, on va parler de l'Avalanche dans les prochaines Oui, parce semaines. qu'ils ont été éliminés également. Parfait. Merci, Simon. Bon, ben nous voilà au 4e segment. Oui. Pag en liberté. Ben oui. Une question de Rémi Poitras. Concernant Cole Hudson et Lane Hudson, avec les informations et le développement actuel, lequel des deux semble plus susceptible d'avoir la meilleure carrière? Est-ce que Cole peut atteindre ou même reproduire ce que Lane est en train de construire? Et en quoi se distingue-t-il dans leur style de jeu? Vas-tu nous dire la même chose qu'il y a 6 mois ou ta pensée a changé? C'est sûr que, regarde, ma réponse va finalement répondre à l'ensemble des questions de Rémi. C'est pas exactement le même style de jeu. OK? Ce ne sont pas des doublons. Dans le sens que Cole n'a pas les feintes de Lane. OK? Alors, toute la petite magie que Lane fait... La magie, pas la petite. La magie. Vous la verrez pas, cette magie-là, avec Cole Hudson. Cole Hudson, cependant, est un patineur, je dirais, plus rapide. Et il est plus fort physiquement. Alors, je trouve qu'il est peut-être mieux armé pour défensivement. Mais il n'y aura pas les statistiques ni l'apport offensif de Lane. Lequel des deux je prendrais? Bien, évidemment, l'idéal, c'est que tu as les deux. Puis ceux qui disent non, c'est des doublons. Non, c'est pas vraiment des doublons. Tu peux en mettre, pas nécessairement sur la même paire, mais tu peux en mettre un sur une paire, deux sur une paire différente. Le plus susceptible d'avoir la meilleure carrière, ça dépend comment tu juges ça. Tu juges ça avec les points ou tu juges avec l'ensemble de l'œuvre? C'est la question pour toi, hein, pas pour moi. Oui, je sais. Il ose pas. Regarde, ils ont 2 Il ans. ose pas. Non, mais là, ils ont 2 ans de différence, puis il y a de l'information qu'on a de plus sur un ou l'autre. Regarde, je vais donner un petit avantage à Cole. Cole? Oui, mais pas ça pour a les changé. points. Pas pour les poolers. Ça a changé. Comment ça a changé? Ah, Cole, OK, excuse. Cole. Je me mélange Mais entre les deux. pour les poolers, continue avec Lane. Oui, mais ça, c'est quasiment péjoratif, ça, les poolers. C'est pas péjoratif. C'est que tu peux avoir un joueur de 75 points, puis un autre de 61, mais le joueur de 61, dans l'ensemble, tu le préfères au joueur de 75. Ah ouais. Juste faire sortir un peu de venin. Oui, mais non, il n'y a pas de venin, puis il n'y a pas de controverse là-dedans. Je maintiens ce que j'ai dit. Puis un jour, Mathias, dans 5, 6, 7, 8 ans, quand Cole aura rattrapé Lane avec un certain nombre d'années d'expérience dans la Ligue nationale, Parfait. si Lane le mange tout rond, je serai le premier à dire, Lane l'a mangé tout rond, Cole, c'est un bon joueur, mais Lane, c'est une superstar. Oui, mais là, tu ne pourras pas porter un chandail Hudson parce que les deux ont le même nom de famille. On trouvera quelque chose. OK. Ça, c'est des questions pièges. Non. Mais moi, j'aime bien y répondre. Non, mais C'est toi qui pas choisis. une question piège. Ben oui, c'est c'est moi ça, qui en choisis. plus. Ben oui, j'aurais pu passer outre. Il fait porter le dieu, en plus. Tu sais, j'aurais pu faire comme sur une application de rencontre, là, swipe left là, ou swipe right, je sais pas. Je sais pas, tu as de l'air à connaître ça plus que Non, moi. en hein. tout cas. Ah ouais, passe à la prochaine. Avant, Ok, avant, ok. Avant que tu deviennes rouge comme ton chandail non, je vais rouge me vin. faire ramasser avec celle-là. mais Par en ta tout cas, blonde? non, l'affaire de Ah, Cole puis Je Lane. pensais que c'était à cause du swipe. Non. L'affaire de Cole puis Lane, je vais me faire ramasser, Ben non. mais je l'assume. Mais non, mais Bon, je m'assume. On tu va, as souvent trouver, raison en bout de ligne. Oui. on va trouver un match avec Gaston The King. Un match. Une blague de swipe. Non, correct. Salut Simon. Crois-tu que les espoirs sont repêchés trop tôt dans la LNH? Si oui, quel serait l'âge idéal selon toi? Oui, débat qui revient souvent. Il y en a qui disent qu'on devrait, au lieu de 18, ça devrait être 20. On aurait 2 ans de plus pour les évaluer. Oui, mais il y aurait d'autres erreurs qui seraient créées parce qu'il y a des joueurs qui, parfois,
performe extrêmement bien à 19 ans dans le junior, mais ce n'est qu'une illusion. Oui, je sais que des fois, il y a des joueurs de 17 qui sont pas assez développés, mais regardons ce qui s'est passé dans les dernières années dans les repêchages. On peut dire que si tu regardes les joueurs qui atteignent la Ligue nationale, tu regardes la première ronde, la deuxième ronde, la troisième ronde, comment ça se passe. Tu sais, les recruteurs, ils voient peut-être pas juste à 100% dans l'ordre dans lequel ils choisissent les gars. Mais règle générale, c'est les choix de première ronde qui font la Ligue. Alors, je pense qu'on laisse ça comme ça. 17 ans, c'est parfait. François Gendron. Snake, pour un jeune comme Ben Kindell, comment trouves-tu la décision des Pingouins de le garder avec le grand club? Regarde, ça dépend de ce que les Pingouins veulent faire avec leur équipe. Moi, je trouve que pour le moment, c'est correct. Est-ce qu'il aurait pu retourner une autre année au junior? À 18, je te dirais que oui. À 19, j'aurais dit, OK, gardez-le parce qu'il perd son temps. Je pense pas qu'il aurait perdu son temps dans le junior, mais je pense pas non plus que ça nuit à son développement. Il prend quand même une longueur d'avance dans les lignes nationales. Ouais. Alors, non, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, il est de calibre. Puis, tant qu'il est de calibre, on le garde. Puis, si à un moment donné, il n'est plus de calibre, ben, il le retournera au junior après les fêtes. C'est sûr. Je suis assez d'accord. Hey, ça met fin à notre émission. Mm-hmm. Épisode 9. Puis, je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient plus sûrs. On est passé novembre, puis on est toujours là, gratuitement. Puis, ça a toujours été ça. On le dit depuis le début, malgré qu'il y a eu une confusion qui est née de je ne sais pas où. L'épisode régulier, comme avant, comme les 2 dernières années, toujours gratuit. Et si vous voulez continuer avec les questions sous la voix suave de PAG, mais c'est chaosport.ca. .tv. .tv. Puis il y a même une application que vous pouvez télécharger. Fait que vous pouvez nous amener avec vous n'importe où ce que vous voulez. Bon, fait que nous, on va continuer maintenant qu'on vous a livré le show. Ceux qui veulent une 40-45 minutes de discussion de plus, bien allez sur KO. Puis on peut peut-être commencer avec la 4e question. Allons-y. Vincent Fournier. Il est vrai que McKenna ne semble pas performer comme on s'attendait. Se pourrait-il que le fait d'avoir joué dans le junior canadien rende plus difficile l'adaptation à la NCAA? Dans l'Ouest? Oui, non. Non, dans le junior canadien. Oui, c'est ça? Oui. Dans la Ligue de l'Ouest en plus? Oui, mais je pense que ça n'a aucun rapport. Bon, mais tu nous en diras plus long. Dans l'épisode Bonnie. Dans l'épisode Bonnie. Oui.